Bien voilà, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau IR consacré à la matière des marchés publics et plus particulièrement au point relatif à la vérification des prix, ou en tout cas l'incidence des prix dans la matière des marchés publics. Cette présentation est consacrée à la question des prix ou la vérification des prix dans la matière des marchés publics sous le prisme de 4 questions qui ont été choisies pour essayer de rencontrer au mieux et dans le temps dans le temps qui est imparti cette question. Les 4 questions sont les suivantes. Quel est l'impact tout d'abord du montant de l'offre dans le choix d'une procédure de passation? On sait que ce sont des questions lorsque nous recevons des offres qui peut-être dépassent le montant qui est autorisé par le choix de la procédure de passation, qui peut poser problème. Nous allons répondre à cette question. Deuxièmement, comment le pouvoir adjudicateur procède-t-il à l'analyse des prix, l'ensemble d'obligations qu'il doit respecter à ce titre, et nous verrons quelles sont les étapes qu'il doit respecter dans dans ce processus de vérification des prix. Et ensuite, lorsque l'un ou l'autre soumissionnaire est interpellé par le pouvoir adjudicateur dans le cadre précisément de la vérification des prix, quels sont les types de justifications qui peuvent être apportées, celles qui, je vais dire, sont recevables et celles qui ne le sont pas. Il y a un certain nombre de critères plus ou moins limitatifs qui sont énumérés par la réglementation. Nous allons bien évidemment vous les rappeler, ce qui est évidemment utile pour les pouvoirs adjudicateurs dans leur processus de vérification et de validation des prix qu'ils auront peut-être considérés comme anormaux ou pas au départ. Et évidemment pour des soumissionnaires qui veulent rentrer dans le cadre lors de cette phase de vérification des prix pour s'assurer que leurs justifications seront recevables. Et enfin, dernière question, c'est toute l'adéquation entre la question de l'analyse des prix et l'agréation des travaux, puisque, comme nous vous le rappellerons, il y a un certain nombre évidemment de classes, de catégories dans le cadre de l'agréation des travaux la question des montants peut, le cas échéant, avoir une influence sur la manière dont on peut ou pas attribuer les travaux en corrélation avec cette agréation des travaux. Je vous souhaite un bon IR. J'espère qu'il vous sera profitable et je laisse la parole au premier des intervenants, à savoir Maître Nicolas Duchâtelet. Nicolas, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être présents en nombre pour cette présentation présentée par Maître Laurent-Olivier Roth. Donc, comme dans chaque légal, nous avons un fil rouge qui est un petit casus pour essayer de rendre la chose un peu plus concrète et qui va nous emmener tout au long des questions. Et donc, ici, ce casus va nous faire accompagner une entreprise de travaux qui est l'entreprise Parfait BTP, c'est peut-être un vœu pieux, et un pouvoir adjudicateur qui est la Régie des bâtiments. Alors, dans le cadre de la première question, c'est à savoir l'impact du prix du marché dans le choix d'une procédure de passation, effectivement, notre pouvoir adjudicateur, la Régie des bâtiments, effectivement, va lancer un marché et souhaite déterminer la procédure qu'elle pourra lancer. Et donc, la première étape dans ce cadre-là, pour notre pouvoir adjudicateur, c'est finalement l'estimation du marché. Et donc, l'estimation du marché, c'est une phase importante et qui est préalable de toute façon au lancement d'une procédure, puisque l'estimation va déterminer les règles qui seront applicables à la procédure de passation tout au long de celle-ci. L'estimation a également aussi une importance fondamentale, c'est sur la question de la publicité européenne, puisqu'en fonction de l'estimation du marché, le marché, la procédure que vous allez lancer va être soumise, oui ou non, à des règles de publicité européennes. On ne vise pas ici le cas où un pouvoir adjudicateur souhaiterait volontairement soumettre sa procédure à la question de la publicité européenne. Et donc, cette estimation, comme je l'ai dit, elle est importante. C'est une phase qui n'est pas à négliger. Et donc, l'estimation, elle correspond au montant qui est payable hors TVA sur la valeur totale du marché.
d'un montant estimé, c'est l'estimation que le pouvoir adjudicateur va, souvent avec l'aide d'un auteur de projet, mettre en place pour déterminer la valeur du marché. Alors, il y a toute une série d'éléments à prendre en compte. La réglementation qui est fixée à l'article 7 de l'arrêté royal passation dans les secteurs classiques. Ici, nous nous concentrons spécifiquement sur les secteurs classiques, les secteurs spéciaux étant des cas plus marginaux ici. Euh, et donc, ces éléments qui sont à prendre en compte, notamment pour calculer la valeur totale du marché, ben, c'est les différents lots, notamment, puisque vous le savez, vous pouvez avoir un marché global avec différents lots, un lot gros œuvres, un lot HVAC, un lot électricité. Et en fait, c'est la valeur cumulée des différents lots qui doit être prise en compte pour donner la valeur estimée du marché, puisque un même soumissionnaire pourrait, imaginons, obtenir plusieurs lots dans tous les cas. Ce sont les options éventuelles. Les, les variantes également, forcées, ou les variantes libres notamment aussi, doivent être prises en compte. Les tranches fermes et conditionnelles du marché, ainsi que les reconductions éventuelles. Donc, si c'est par exemple un marché de services ou un marché de fourniture, avec des facultés de renouvellement, et effectivement, c'est sur la durée du marché total et potentiel qu'on va calculer la valeur de l'estimation l'estimation du marché, pardon. La réglementation prévoit encore d'autres éléments qui peuvent être peut-être un peu plus compliqués à mettre en œuvre, notamment la question des éventuelles clauses de réexamen, ce qui amène quand même une difficulté pratique dans le cadre d'une clause de réexamen, puisque forcément ce sont des éléments qui ne sont pas connus nécessairement, qui ne sont pas connus de facto, en tout cas au moment du lancement du marché. Mais donc, la réglementation le prévoit, elle ne donne pas nécessairement beaucoup d'indices sur comment le calculer, mais on demande en tout cas d'en tenir compte, Voilà. Mais les éléments majoritaires à prendre en compte, ce sont notamment les options, les lots et les tranches et la durée du marché. Alors, attention, comme je vous l'ai dit, cette estimation est importante. On pourrait tenter, dans le cadre de la Régie des bâtiments, dans notre exemple, de vouloir procéder à une sous-estimation du montant du marché ou à une division artificielle de celui-ci. C'est tout à fait interdit. On ne peut pas commencer à sous-estimer le marché pour essayer de le faire rentrer dans une case qui permettrait d'avoir une procédure de passation comme une procédure négociée à laquelle on n'aurait pas droit, ou tout simplement aussi pour éviter la matière de la publicité européenne. Et la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, donne de nombreux exemples. Ainsi, il y a quelques années, on pouvait citer l'exemple d'un pouvoir adjudicateur qui avait, pour la réalisation d'un bâtiment, confié une mission à un auteur de projet, qui avait fait un marché pour les études préalables, un marché pour la conception et après un autre marché pour le contrôle de l'exécution. Ces différents marchés faisaient en sorte, vu l'ampleur des travaux réalisés, que avec une division, on était sous les seuils de publicité européenne, mais si on avait pris la durée globale du marché, on atteignait ces seuils de publicité européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré, dans ce cas-là, que c'était une division artificielle du marché, et donc il fallait faire un marché unique, et donc procéder à une publicité européenne dans ce cas-là, et donc la sanction, c'était la procédure d'attribution était nulle depuis le début. À l'excès inverse, on punit aussi, par exemple, le fait de cumuler des marchés qui ne seraient pas liés pour atteindre les seuils de publicité européenne. C'est moins fréquent, mais ça existe et en tout cas, ça s'est déjà vu. Alors, euh, petite subtilité aussi qui peut intéresser les pouvoirs adjudicateurs, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, de communiquer l'estimation du marché aux soumissionnaires. Ça se fait régulièrement dans la vie de marché. On voit souvent qu'on a une estimation du marché qui est communiquée. On pourrait imaginer que le pouvoir adjudicateur ne le communiquerait pas l'estimation du marché, de sorte qu'il n'influencerait pas en tout cas les différents soumissionnaires par rapport au prix qui serait remis. Et on pourrait imaginer des prix qui seraient beaucoup plus intéressants à partir du moment où l'esprit des soumissionnaires serait libre de toute influence. Mais il convient néanmoins d'insister sur le fait que cette estimation, elle doit avoir lieu et on doit pouvoir, en cas de recours, démontrer qu'elle a bien eu lieu et on doit pouvoir retrouver trace de cette estimation
dans le dossier administratif afin de permettre un contrôle judiciaire le cas échéant en cas de recours, puisqu'on pourrait imaginer un recours d'un soumissionnaire mécontent qui, non content d'attaquer l'attribution du marché à un concurrent, attaquerait la légalité du marché lui-même. Et donc ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de communiquer l'estimation au soumissionnaire au moment du dépôt des offres, mais vous devez en tout cas prouver que cette estimation a bien eu lieu. Alors, comme je vous l'ai dit, cette estimation, elle permet de voir les différentes possibilités et de savoir si on est soumis, de déterminer si on est soumis ou non à la publicité européenne, pardon. Donc ça, je vous ai donné les seuils pour information. Alors, les seuils de publicité européenne au 1er janvier 2024, puisqu'ils sont amenés à évoluer régulièrement. Donc, pour les marchés de travaux, ce sont les marchés supérieurs à 5 538 000 euros hors TVA. Le seuil est le même pour les concessions de services et de travaux. Alors, pour les marchés de fourniture et services, dans les secteurs classiques, c'est 221 000 euros hors TVA, le seuil de publicité européenne. Pour information, dans les secteurs spéciaux, c'est plus élevé puisque c'est 443 000 euros hors TVA. Donc ici, quand vous avez votre estimation, vous pouvez d'ores et déjà déterminer si vous êtes soumis à la publicité européenne ou non. Ensuite, vous pouvez également, en fonction de cela, déterminer face à quel type de procédure vous pouvez avoir recours. Et donc, pour les marchés publics de faible montant, on est à 30 000 euros hors TVA. Donc ça, ce sont les marchés, entre guillemets, simplifiés qui ne sont soumis qu'à quelques dispositions de la loi sur les marchés publics de 2016. Vous avez la procédure négociée sans publication préalable, donc pour les marchés inférieurs à 143 000 euros hors TVA. La procédure négociée directe avec publication préalable, donc pour les marchés de travaux, ce sont pour les marchés inférieurs à 750 000 euros hors TVA. Les marchés de fourniture et services, ce sont les seuils de publicité européens. La même chose, les seuils sont les mêmes pour la procédure concurrentielle avec négociation. Pour le dialogue compétitif et le partenariat d'innovation, ici, il n'y a pas de seuil, donc vous pouvez avoir recours, tout comme pour une procédure ouverte. Il y a quelques subtilités qui ne sont pas reprises dans le slide, puisqu'il y a parfois certains types de marchés de services spécifiques qui ont des seuils spécifiques, notamment pour les marchés de services sociaux, qui ont des seuils pour les procédures négociées plus importants. Mais ici, on ne va pas s'entraîner dans ces subtilités qui sont assez peu rencontrées dans la pratique. Mais donc, l'essentiel est là. Alors, et ça, c'est une question qui est importante et qui peut sans doute intéresser la plupart des pouvoirs adjudicateurs et des auteurs de projets qui assistent les pouvoirs adjudicateurs. C'est qu'est-ce qui se passe si on a mal évalué le marché et donc l'estimation du marché est fortement sous-évaluée et amène finalement, en fonction des offres reçues, à remarquer soit qu'on dépasse les seuils de publicité européens, soit tout simplement qu'on dépasse les seuils de recours à une procédure, typiquement une procédure négociée. Alors, imaginons, vous lancez une procédure négociée, vous vous rendez compte pour un marché de travaux, vous vous rendez compte qu'il y a 4 soumissionnaires et que les 4 soumissionnaires remettent des offres pour la plus basse à partir de 780 000 euros hors TVA. Donc à ce moment-là, on est au-delà des seuils pour un marché de travaux. Vous ne pouviez pas avoir recours en principe à une procédure négociée. Alors, la sanction est assez importante puisque, sur base d'une jurisprudence du Conseil d'État, et également d'une pratique définie en tout cas par une circulaire, vous devez interrompre la procédure négociée et vous relancer une nouvelle procédure. Ça peut être une sanction qui apparaît assez dramatique, mais c'est malheureusement le cas. Alors, la jurisprudence du Conseil d'État, il y a peu de cas, je trouvais peu de cas de jurisprudence. Mais vous avez aussi une circulaire, et ça, la circulaire qui est mentionnée dans les slides, c'est la pratique de la région flamande, qui s'adresse aux pouvoirs locaux et aux différentes communes. La pratique est la même en Wallonie, et donc vous devez relancer en principe une procédure
La question est la même si vous vous rendez compte que vous dépassiez les seuils de publicité européenne et que celle-ci n'avait pas eu lieu. C'est une cause de nullité de la procédure d'attribution depuis le départ et donc vous devez relancer une procédure. Et donc, je ne peux que me permettre d'insister sur l'importance finalement d'avoir une estimation qui se veut au plus juste et de ne pas essayer en tout cas de tirer vers le bas pour avoir droit à des procédures auxquelles vous n'auriez pas droit dans le cas présent. Je vais maintenant passer la main à Maître Fatalini qui va voir avec vous comment procéder à l'analyse des prix. Merci. Donc, on va analyser justement cette vérification des prix en deux temps. D'abord, on passera en revue les principes généraux de la matière et ensuite, nous aborderons étape par étape cette vérification des prix. Alors, le siège de la matière est contenu à l'article 84 de la loi sur les marchés publics qui indique que le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix. Et si le texte en tant que tel ne le prévoit pas, il s'agit bien d'une obligation. Ça a été confirmé dans les travaux préparatoires de la loi ainsi que dans de nombreux arrêts du Conseil d'État. Je laisse Maître Amin Sana présenter les objectifs qui sont poursuivis à travers cette vérification des prix. Bonjour à tous. Donc, comme l'a indiqué mon confrère, cette vérification est obligatoire. Donc, elle exprime le principe de minutie et de prudence qui incombe à tout pouvoir adjudicateur prudent et diligent. Elle est obligatoire pour toute procédure de passation, mis à part pour les marchés de faible montant. Donc, cette vérification est prévue légalement et réglementairement. Elle permet la bonne exécution du marché, elle permet de garantir que les prestations sont conformes à la volonté du pouvoir adjudicateur. Elle permet également de sauvegarder les intérêts des soumissionnaires, donc en assurant une concurrence saine et pour identifier des prix éventuellement anormaux. Cette phase sera abordée par mon confrère du Châtenay. Donc, je change de slide. Donc concrètement, cette vérification consiste en plusieurs étapes. Donc elle a lieu en plusieurs étapes. Elle est complexe parce que cette vérification ne procède pas d'une méthode qui est prévue légalement. Elle est obligatoire légalement, mais le pouvoir adjudicateur ne possède pas une méthode concrète pour procéder à cela. Donc il a un pouvoir d'appréciation assez large à ce niveau. Mais cette vérification se fait en deux étapes. Donc, on a l'étape de la rectification des offres qui consiste juste en la rectification des offres, des erreurs purement matérielles. Donc, il faut vraiment que l'erreur ne soit pas substantielle. Donc, vraiment, on est sur des erreurs arithmétiques. Ensuite, on a la vérification qui doit être vraiment minutieuse. Donc, on analyse tous les prix de l'offre, donc qu'ils soient totaux ou unitaires. Et donc, on compare les offres aussi par rapport à l'estimation que le pouvoir adjudicateur ou son auteur de projet a fait. Donc, cette estimation doit vraiment être minutieuse et vraiment doit prendre l'offre dans sa globalité à ce niveau-là. Donc, et dans le cadre de cette vérification, on peut aussi examiner des prix qui semblent anormalement bas ou anormalement hauts, et ça sera vu par mon confrère Nicolas Duchâtenay. Je cède encore la parole à Maître Madio. Merci. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail concernant cette vérification des prix. La première étape, donc, on vous l'a dit, c'est la correction des offres, c'est-à-dire les erreurs matérielles et arithmétiques. C'est prévu à l'article 34 de l'arrêté passation, et cet article 34 est applicable à toutes les procédures de passation. Alors, la notion de erreur arithmétique ou d'erreur matérielle n'est pas définie dans le texte, mais au fil de la jurisprudence, ces notions ont pu s'affiner. Et l'erreur arithmétique a pu être définie comme l'erreur dite de calcul, donc multiplication, addition, alors que l'erreur matérielle, c'est plutôt l'élément qui diffère de l'intention initiale du soumissionnaire. Cet article 34 est en réalité très important puisqu'il s'agit d'une dérogation au principe d'intangibilité des offres et elle a pour but
d'améliorer la comparabilité des offres afin de ne pas mettre en cause le traitement égal des soumissionnaires. Alors, je vous ai dit que le prix était une condition de régularité, de validité des offres. Donc ça, c'est correct sur un plan de droit administratif. Néanmoins, l'erreur arithmétique ou l'erreur matérielle lie le soumissionnaire lorsque le contrat est conclu, donc sur un plan dit de droit civil. C'est-à-dire que l'erreur lie le soumissionnaire, mais n'a pas d'incidence sur la validité du contrat qui serait conclu. Autrement dit, le consentement n'est pas vicié par l'erreur sur le prix, et donc il n'en découle aucunement d'une nullité du contrat, au risque et péril tant du soumissionnaire que du pouvoir adjudicateur. Si l'approbation de l'offre a été notifiée au soumissionnaire, ni le soumissionnaire lui-même, donc le devenu adjudicataire, ni l'adjudicateur n'est fondé à soulever une erreur reprise sous l'article 34, sous réserve évidemment de l'abus de droit. Pour reprendre avec un exemple pour notre fil rouge, l'entreprise Parfait BTP remet prix pour la construction d'un bâtiment, ce qui inclut de chiffrer un prix pour des dalles portantes en béton armé. Alors, contrairement à ce qu'indique le cahier de charge, il indique que les quantités seront en quantité présumée et non en quantité forfaitaire, et indique que le prix sera séparé en fonction tant du béton que des armatures en acier. Le soumissionnaire voit son offre acceptée, donc il devient l'adjudicateur du marché, il commence à l'exécuter. Le pouvoir en cours de marché, donc, l'adjudicataire dépose son premier décompte en application de son offre, c'est-à-dire séparation entre le prix du béton et le prix des dalles portantes, et en quantité présumée et non en quantité forfaitaire. Le pouvoir adjudicateur refuse de payer ce décompte au motif qu'il y aurait une potentielle irrégularité de l'offre par rapport au cahier de charge. Alors, on se demande donc quel impact ça aurait sur la validité du contrat. C'est un cas qui s'est posé régulièrement en jurisprudence et le juge a notamment décidé que les parties se sont obligées via la notification de l'attribution, donc au stade de la conclusion du contrat, et qu'il n'est pas du pouvoir du juge de modifier les paramètres du prix. Et donc on voit que l'erreur sur le prix potentiel ne vicie pas le consentement et il n'en découle pas de la nullité du contrat au risque et péril. Cette fois-ci, c'était dans le cas du pouvoir adjudicateur, mais ça peut être aussi pour le soumissionnaire. Alors, seconde étape, c'est la vérification des prix en son régime dit général. Le régime est prévu à l'article 35 de l'arrêté passation. Dans le cadre de cette étape, le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les prix ou les coûts ont une apparence d'anormalité. Alors, cette notion d'apparence d'anormalité est très importante puisqu'elle se distingue de l'anormalité en tant que telle, qui est prévue à l'article 36 et qui sera abordée par Maître Duchâtelet. Donc, au stade de l'article 35, il faut bien séparer les deux. Au stade de l'article 35, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'interroger les soumissionnaires, contrairement au régime prévu à l'article 36. Le Conseil d'État a déjà pu préciser que ces deux étapes étaient bien distinctes entre la vérification des prix en son régime général et l'examen minutieux et spécifique des prix prévus à l'article 36. Alors, pour décider s'il y a une apparence d'anormalité, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir discrétionnaire, donc d'une large marge d'appréciation. C'est-à-dire que si l'on veut annuler la décision d'attribution, ou à tout le moins la suspendre, il faudra démontrer en cours devant le Conseil d'État que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation, ce qui n'est jamais aisé. Alors, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, oui, mais sous trois réserves. Première réserve, c'est le cas de la présomption d'anormalité dans les marchés de travaux ou les marchés de services sensibles à la fraude. Dans ce cas-là, un dépassement de 15% par le haut ou par le bas du montant d'une moyenne arithmétique des offres sera considéré comme anormal. Cas numéro 2, c'est qu'il n'y a pas besoin de demander une justification pour les postes dits négligeables. Et le cas numéro 3, c'est l'absence de justification pour les marchés en procédure négociée. Alors, quelques exemples de prix dits anormaux, quelques exemples pratiques, anormaux ou pas. Un prix nul doit toujours être considéré comme apparemment anormal par le pouvoir adjudicateur et faire l'objet d'une demande de justification, jurisprudence constante du Conseil d'État. Second exemple, c'est un cas assez intéressant qui s'était posé dans le Conseil d'État en 2016, où deux soumissionnaires avaient appliqué des taux de TVA différents. Et le Conseil d'État
à sanctionner le pouvoir adjudicateur qui n'avait pas examiné ce problème. Le pouvoir adjudicateur doit toujours vérifier le taux applicable. Et enfin, troisième cas, on n'était pas dans le cas particulier numéro 1, mais une différence de 18% pour un même lot n'est pas en soi révélateur d'un prix anormal. Et évidemment, comme tous les actes administratifs, le pouvoir adjudicateur doit motiver sa décision et il doit mentionner qu'il a effectivement procédé à la vérification des prix, soit dans sa motivation elle-même, dans son acte lui-même, soit dans le rapport d'examen des offres de son auteur de projet, auquel cas il peut y faire référence. S'il considère un prix comme apparemment anormal, s'enclenche l'étape numéro 3, c'est la demande de justification des prix qui sera abordée plus en détail par Nicolas Duchâtelet juste après moi. Il y reviendra. À la suite de cette étape 4, le pouvoir adjudicateur prend donc une décision. Il décide soit de rejeter l'offre, et alors il doit le motiver le cas échéant, soit il a la faculté de réinterroger le soumissionnaire et demander des compléments d'information, et il a toujours la possibilité prévue à l'article 85 de la loi sur les marchés publics, qui est de renoncer au marché. S'il décide qu'un prix est considéré comme anormalement bas ou anormalement haut, il doit informer immédiatement, c'est ce que reprend le texte à l'article 36, il en informe immédiatement des instances, à savoir, en cas de prix anormalement haut ou anormalement bas, c'est l'auditeur général de l'autorité belge de la concurrence, par exemple en cas de suspicion de cartel. Ou s'il y a une violation, en cas de prix anormalement bas, s'il y a une suspicion de violation de règles du droit du travail ou du droit social, c'est le service d'information et de recherche sociale. La Commission européenne, si l'offre est anormalement basse au motif d'État non compatible avec le marché intérieur, et la Commission de l'agréation des entrepreneurs dans le cas des marchés de travaux. Je cède la parole à Maître Duchâtelet qui va vous présenter la manière dont on justifie les prix, c'est-à-dire l'étape 3. Désolé, je me rendais compte que mon micro était coupé. Voilà, donc merci Maître Fatalini. Je vais reprendre la parole une dernière fois pour voir avec vous le mécanisme de justification des prix estimés anormaux par le pouvoir adjudicateur, en tout cas suspicion de prix anormaux. Et donc, Maître Fatalini vous en a parlé longuement. Le socle de la matière est également dans l'article 36 de l'arrêté royal et plus exactement dans son paragraphe 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Alors, la réglementation et l'arrêté royal vous donnent toute une série de méthodes pour justifier un prix qui est présumé anormal. Vous avez 4 méthodes qui sont reprises dans le texte, à savoir l'économie du procédé de construction ou de fabrication de la prestation de service, les solutions techniques choisies ou les conditions d'exécution exceptionnellement favorables, l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés, l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique légale. Maintenant, ces exemples ne sont pas exhaustifs et donc vous pourrez toujours effectivement justifier vos prix d'autres manières si vous n'êtes pas dans un des cas visés par dans un des 4 cas qui sont cités par la réglementation. Donc vous pouvez justifier vos prix de toutes les manières possibles et inimaginables pour autant que les justifications soient concrètes, précises et exactes. Mais donc, ces critères ne sont pas en tout cas limitatifs et vous ne devez pas vous limiter dans le cadre de votre justification à ceux-ci. Dans notre exemple, la régie des bâtiments, dans le cadre de la vérification et du contrôle des prix, relève certains postes du maîtrise de l'entreprise BTP Parfait BTP, pardon, comme présomption d'anormalité. Elle décide de les interroger elle décide d'interroger le soumissionnaire sur base de l'article 36, paragraphe 2. Et donc, les délais de justification, donc, ils sont de 12 jours. Donc, le soumissionnaire a 12 jours pour faire valoir ses observations et ses justifications de prix.
Le délai qui est octroyé peut être plus long, ça peut, c'est à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. En tout cas, dans le premier round des demandes de justification, il ne peut pas être plus court que 12 jours. Euh, il faut savoir que c'est un délai de 12 jours qui n'est pas prescrit à peine de nullité. Et donc, si si le soumissionnaire communique les justifications euh, après ce délai de 12 jours, il n'y a aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur de les rejeter. Il n'y a non plus aucune obligation d'en tenir compte. Et à cet égard, si vous aviez plusieurs soumissionnaires qui auraient répondu, imaginons 14-15 jours après la demande, alors qu'on avait apposé un délai de 12 jours, euh, il faut toujours avoir égard dans le chef du pouvoir adjudicateur à respecter l'égalité de traitement des soumissionnaires. Si vous acceptez des justifications qui seraient communiquées hors délai par un soumissionnaire, vous devez les accepter pour l'autre. Ou alors vous les rejetez pour tous les soumissionnaires. Mais donc, il doit y avoir toujours aussi cet égard, c'est un principe fondamental dans les procédures de passation en matière de marché public, c'est l'égalité de traitement des soumissionnaires. Euh, Comme je vous l'ai dit, les justifications doivent être considérées comme précises et doivent être considérées comme précises et permettre en tout cas de justifier le prix. Il n'est pas impossible non plus que dans les justifications qui soient communiquées, le pouvoir adjudicateur ne s'estime pas plus avancé que ça. Alors, à ce stade-là, le pouvoir adjudicateur a une possibilité, c'est soit d'interroger également une nouvelle fois le soumissionnaire, avec une possibilité de donner un délai de réponse réduit, donc on n'est plus obligé de laisser minimum 12 jours. On pourrait imaginer que si le pouvoir adjudicateur fasse le choix d'interroger une deuxième fois le soumissionnaire pour ses prix, on laisse un délai de 7 jours. De 7 jours. C'est une possibilité. Encore une fois, il y a aussi, et je le rappelle, la question de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Si en général vous avez plusieurs soumissionnaires et qu'il y a des explications qui sont jugées comme insuffisantes, si vous pouvez difficilement justifier d'en interroger qu'un et pas les autres. Imaginons, vous décidez de ne pas interroger le premier classé dans un marché où le critère d'attribution unique est le prix le plus bas. Si vous interrogez le deuxième et pas le premier une seconde fois, là effectivement, on pourrait considérer que l'égalité de traitement entre les soumissionnaires n'est pas respectée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez être attentif. Alors, on a vu effectivement une possibilité de réinterroger, le fait que le délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Qu'est-ce qui se passe si tout simplement le soumissionnaire ne communique aucune justification? Alors, le texte ne prévoit pas de sanction automatique dans ce cas-là, puisqu'on pourrait imaginer, et la jurisprudence l'admet, que le pouvoir adjudicateur estime qu'il a malgré tout tous les documents en sa possession pour pouvoir procéder à la vérification et au contrôle du prix et déterminer que celui-ci ne serait in fine pas anormal. C'est particulier, ça s'est déjà vu, ça a déjà été admis, mais dans ce cas-là, je préfère vous le dire, il faut une motivation particulièrement scrupuleuse du pouvoir adjudicateur. Alors, autre type de justification, alors comme je dis, la justification doit être précise, chiffrée. Euh, Maintenant, il y a des types de justifications qui parfois sont tout simplement purement écartées par le pouvoir adjudicateur. Et ça, c'est quelque chose, c'est un cas qu'on voit très souvent, c'est notamment la justification par référence au prix d'un sous-traitant. Très régulièrement, on est consulté par des soumissionnaires qui sont interrogés, enfin, qui ont été interrogés par un pouvoir adjudicateur, qui voient leur offre finalement écartée, parce que pour prix anormalement bas ou haut, peu importe. Et en fait, on se rend compte dans l'examen du dossier que dans le cadre de la justification des prix, ils ont communiqué tout simplement le devis de leur sous-traitant pour justifier le prix. Alors ça, effectivement, c'est la pire des choses à faire. Vous ne pouvez pas faire ça directement. Si vous pouvez, bien évidemment, indiquer que c'est le prix de votre sous-traitant qui a servi de base à établir votre offre, mais à ce moment-là, vous devez également donner les justifications du prix du sous-traitant et donc justifier ce prix. Mais donc une simple référence, en tout cas, prix du sous-traitant, n'est pas valable.
tout simplement, et également aussi le fait de justifier par une erreur dans le métrait, erreur qui n'aurait peut-être pas été décelée, en tout cas, au moment de du contrôle de l'article via l'article 34 et donc la détection des erreurs matérielles. Donc vous ne pouvez pas non plus justifier le prix par une erreur et notamment la justification du prix par une erreur poserait quand même aussi des questions en matière d'intangibilité des offres. Et donc ce type de justification n'est pas admis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginons notre entreprise Parfait BTP a communiqué toutes ses justifications de prix dans les délais, avec des documents chiffrés qui démontrent, par exemple, que les rendements qu'elle espère dans le cadre du marché sont normaux via le matériel qu'elle met à disposition de ses ouvriers, les salaires horaires de ses ouvriers, et permettent d'avoir un prix qui... mais malgré tout ça, le pouvoir adjudicateur considérait que que le prix n'est pas justifié. Alors, tout prix anormal n'entraîne pas automatiquement un écartement de l'offre, puisqu'il faut d'abord vérifier si le prix présumé anormal doit être considéré comme négligeable ou non négligeable. Alors, malheureusement pour nous, la réglementation, ni la réglementation, ni les travaux préparatoires ne définissent ce qu'est, avec exactitude, ce qu'est un poste négligeable ou non. C'est une critique qui avait été faite à l'époque par la section législation du Conseil d'État au moment de l'adoption de l'arrêté royal du 18 avril 2017. C'était notamment de donner des exemples aussi concrets dans la matière. Il n'y en a pas eu, mais finalement, la jurisprudence est chargée de combler ce vide. Mais donc, on a plusieurs critères, et donc les critères ne sont pas limitatifs. Ça pourrait notamment être des postes dans un marché de travaux pour la conception d'un immeuble qui serait relatif, par exemple, qui pourrait mettre en péril la stabilité de l'ouvrage s'il n'était pas exécuté correctement. Mais on remarque dans la jurisprudence que finalement, on s'attache plutôt à définir un seuil d'importance par rapport au montant du marché. Et donc, le seuil qui est généralement retenu pour définir un poste comme non négligeable, c'est un seuil de 1% de la valeur de l'offre ou du marché, c'est au choix. Mais ça doit être en tout cas clairement défini. Et ce seuil de 1% est validé par le Conseil d'État et est notamment repris aussi par la région wallonne dans ses circulaires, puisqu'il considère que ce seuil, effectivement, d'1% est là, est le critère pour déterminer si un poste est négligeable ou non. Mais ce poste n'est pas un alpha et un oméga. On pourrait très bien imaginer qu'un poste supérieur à 1% de la valeur du marché ne soit pas puisse être considéré comme négligeable. Mais ça doit être particulièrement justifié. Mais par exemple, on pourrait imaginer un poste, et ça s'est vu, j'ai eu le cas récemment dans une décision, où on avait un poste relatif à des prestations purement administratives, alors que le marché était un marché de travaux. Donc voilà, ça doit être, ça doit quand même être vu, mais retenez que le critère général, c'est 1% du marché. Alors, si le prix est justifié comme anormalement haut ou anormalement bas, et peu importe si celui-ci a un impact sur le classement des offres ou pas, même en cas de critère unique prix, en cas de prix anormalement haut ou bas, l'offre, si pour un poste non négligeable, l'offre doit être écartée, considérée comme irrégulière. Donc les sanctions par rapport à ça sont particulièrement lourdes. Et je vais maintenant laisser la parole à Maître Fatalini qui va en terminer avec vous. Et je resterai bien évidemment à vos dispositions à la fin pour les questions éventuelles. J'en ai vu déjà certaines dans le chat. Nous allons aborder la question 4 avec Maître Fatalini, donc sur l'analyse des prix et l'agréation des travaux. Dans un premier temps, je vais aborder les principes généraux. Ensuite, Maître Fatalini vous parlera de l'impact des prix. Donc, l'agréation est organisée par la loi agréation de 1991 et de ses arrêtés royaux d'exécution. Elle est par ailleurs d'ordre public. Donc cette agréation est en réalité, une garantie de la qualité de l'entrepreneur. Donc elle atteste que l'entrepreneur dispose bien des compétences et des ressources nécessaires pour l'exécution du marché. Elle est donc importante. Et donc l'avis de marché doit absolument, à défaut des documents du marché, mentionner cette agréation.
Donc, le marché ne peut être attribué qu'à un entrepreneur qui, au moment de l'attribution, est soit agréé à cet effet, soit a fourni la preuve qu'il remplit les conditions relatives à cette agréation. On a ici un principe de double classement, et donc d'où cette raison, d'où la raison pour indiquer cette agréation dans l'avis de marché. Donc l'avis de marché indique la catégorie et la classe. Donc à partir du moment où c'est indiqué dans les documents du marché, la classe renseignée devient obligatoire, mais la catégorie mais la classe est indicative. Donc la classe, elle dépend du montant de l'offre. Par exemple, dans notre fil rouge, si l'estimation du marché correspond à une classe 2 et que le soumissionnaire a fait une offre qui correspond à une classe 1, le pouvoir adjudicateur doit tenir compte du montant de l'offre du soumissionnaire et donc doit accepter cette classe 1 parce qu'elle correspond au montant de l'offre. Attention à cet égard, le pouvoir adjudicateur ne peut pas exiger un certificat d'agréation du soumissionnaire parce qu'il s'agit d'une information publique qu'il peut totalement se procurer tout seul. Donc ici, on a dit qu'il y a un double classement. La classe est bien sûr liée au montant de la soumission et la catégorie et la sous-catégorie également est liée au secteur d'activité. Donc l'agréation, comme on l'a dit, donne au pouvoir adjudicateur la confiance nécessaire dans la bonne exécution des travaux par le soumissionnaire. Et donc, elle est valable 5 ans et c'est un label de qualité très important dans le marché de travaux. À présent, je cède la parole à Maître Fatalini pour la suite. Merci. Bien, on va aborder, après avoir vu le siège de la matière, l'impact du prix sur l'agréation de travaux et l'impact du cahier de charge également. Alors, le premier impact du prix, le plus important, c'est ce qui est prévu à l'article 7 de la loi agréation et que ma consoeur vous a présenté brièvement. Les travaux sont rangés en différentes classes selon le montant de la soumission. Donc, c'est le montant de la soumission qui importe et non l'avis de marché ou l'estimation de l'auteur de projet. Comme on va le voir juste ici, l'article 3 de l'arrêté royal sur l'agréation des travaux classe les différents montants en 8 classes. Donc, vous voyez que la classe 1 peut exécuter jusqu'à 162 000 € et ainsi de suite jusqu'à la classe 7. Les conditions pour l'agréation sont reprises à l'article 10. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir l'agréation, mais il est nécessaire de démontrer qu'on satisfait à tout le moins aux conditions d'agréation. Nous allons aborder quelques cas concrets et les mettre en parallèle avec notre fil rouge. Le premier cas qui est intéressant d'aborder, c'est l'erreur de catégorie d'agréation dans le cahier de charge au regard du prix réel et de la nature réelle des travaux. Alors, si la loi de 91 sur l'agréation ne prévoit pas d'obligation de dénoncer une éventuelle erreur de qualification avant l'ouverture des soumissions, néanmoins, il y a deux éléments qui sont très importants à préciser. Le premier, c'est que le marché de travaux ne peut pas être attribué à un entrepreneur qui a l'agréation mentionnée dans le cahier de charge, mais qui n'est pas celle correspondant à la nature et au prix qui y sont décrits. Donc, c'est le cas de l'erreur dans le cahier de charge. Donc, un entrepreneur qui satisfait au cahier de charge, mais pas à la réalité des faits, ne peut pas se voir attribuer le marché. Et le corollaire de ce premier principe, c'est que le pouvoir adjudicateur qui attribue à un entrepreneur ayant la bonne agréation sans tenir compte de l'agréation erronément décrite dans le cahier de charge, ne commet pas de faute. Et ces deux éléments sont bien évidemment en miroir. Alors, second cas, c'est le cas des lots et de la division en lots et l'impact sur l'agréation. Alors, dans le cas de plusieurs lots, c'est assez simple puisque la classe d'agréation requise est fonction des lots à attribuer. On ne peut demander une agréation valable pour l'intégralité des lots, alors que seuls certains lots seront attribués, ce qui est relativement logique. Par contre, dans le cas d'un lot unique, ça se complexifie un petit peu, mais vous allez voir, c'est assez simple. L'arrêté royal agréation, en son article 5, introduit une notion de travaux dits principaux et de travaux dits accessoires. Autrement dit, lorsque l'objet du marché comporte plusieurs types de travaux, il faut ventiler financièrement chaque type de travaux pour déterminer celui dont l'estimation financière est la plus élevée.
Et c'est ce type de travaux-là, donc celui qui a la charge financière la plus élevée, qui déterminera la catégorie ou la sous-catégorie à indiquer dans les documents de marché. Et donc, l'agréation dans cette sous-catégorie emportera en principe l'autorisation d'exécution dans les travaux relevant de sous-catégories de moindre importance financière. Petit cas, il y a deux types de travaux à exécuter, l'un en bâtiment, l'autre en voirie. Ceux en bâtiment représentent 85% du montant du marché, les montants accessoires représentent 15% du montant du marché. Seule l'agréation nécessaire pour exécuter 85% du marché est requise et emportera en principe autorisation pour exécuter le tout. Alors, cette notion de pourcentage le plus élevé du montant du marché n'est pas définie dans les textes, mais un arrêt très intéressant du Conseil d'État, l'arrêt Caropose que vous voyez ici, indique que 15% du montant du marché peut être considéré comme travaux accessoires. Alors, un cas fil rouge, ce serait l'entreprise Parfait BTP ne dispose pas de l'agréation nécessaire pour les travaux dits accessoires, mais elle veut quand même soumissionner à ce marché et elle se demande quelles sont les possibilités qui lui sont offertes pour tout de même soumissionner au marché alors qu'elle ne dispose pas de l'agréation requise. Il y a deux possibilités, deux petites astuces qui lui sont offertes. La première, c'est être le sous-traitant d'un entrepreneur qui a l'agréation pour les 85% du marché, soit permettant d'exécuter le tout, et alors elle s'occupera du lot de faible montant. Soit, seconde astuce, être associé en société simple avec un entrepreneur qui a l'agréation pour les 85% des travaux. Donc elle a encore deux possibilités, quand bien même elle n'aurait pas l'agréation requise, la société simple et la sous-traitance. Enfin, dernier cas spécifique qui sera abordé dans le cadre de l'agréation, c'est le moment auquel on doit disposer de l'agréation. Alors, l'agréation, c'est une exigence requise avant l'attribution du marché, mais n'est pas une condition de régularité de l'offre, puisque c'est considéré même comme une irrégularité non substantielle. L'entrepreneur peut déposer une offre régulière sans avoir, au moment du dépôt des offres, l'agréation, mais il doit démontrer qu'il remplira ces conditions au moment de la conclusion du contrat. Ils peuvent être néanmoins exclus dans certains cas dès la phase de sélection qualitative, mais je ne rentre pas dans le détail. Il faut savoir que cette notion de moment auquel il faut disposer de l'agréation a fait un débat en jurisprudence. La Cour d'appel de Bruges, notamment, considérait que c'était au moment de la décision d'attribution, alors que la Cour de cassation penchait plus pour la conclusion du contrat. Et finalement, ça a été réglé dès la loi de 2017 sur les marchés publics, puisque c'est la conclusion du contrat qui est importante. On peut ne pas encore disposer de l'agréation de travaux lors de la décision d'attribution. La décision sera parfaitement valable, mais il faut à tout le moins disposer de cette agréation au moment de la conclusion du contrat, ce que je trouve finalement assez logique, puisque l'agréation étant une condition d'exécution du marché, elle doit donc s'apprécier au plus proche de celle-ci. Je vous remercie de nous avoir écoutés longuement et je laisse certains participants poser des questions s'ils le souhaitent. Voilà, moi j'ai vu une question qui avait été posée dans le cadre de la discussion. Qu'en est-il si après attribution des travaux, alors que les travaux ont débuté, le programme des travaux est chamboulé avec un montant de travaux à réaliser exorbitant? En réalité, ça, c'est la problématique après attribution de ces. Donc, on n'est plus vraiment dans la phase d'attribution, mais dans toute la problématique liée à l'exécution. Et là, en fait, l'article 38 et les nombreux articles 38, puisque ça va de 1 à 14 ou 15, je ne sais plus, prévoient toutes les situations où le marché pourrait être bouleversé par des perturbations. Des nécessités de travaux complémentaires et autres situations. Et il y a tout un balisage pour savoir
savoir si un marché complémentaire doit ou non être passé. Est-ce que ce sont des modifications substantielles? Est-ce qu'on est dans la règle des minimi ou pas? Est-ce que pour les marchés de travaux, on est inférieur à la valeur de 15%? Est-ce que ce sont des perturbations qui sont justifiées par la nécessité du marché? Donc, tout cela est balisé. Et donc, dans la plupart des cas, il ne faut pas relancer un marché, mais si on est dans des proportions, on est par exemple à plus de 50% de la valeur du marché, il est clair qu'un marché complémentaire, une nouvelle soumission, devrait, le cas échéant, être passé, sauf si cette nouvelle procédure de passion posait des problèmes insolubles par la dualité d'entrepreneurs sur un même marché, ce qui est évidemment infaisable, ce qui sera apprécié en tout cas par rapport à ces clauses de réexamen, donc toutes ces dispositions qui sont visées à l'article 38. Mais ça intervient, comme je le disais au début, dans le cadre de l'exécution du marché et pas au moment de l'attribution. Donc, je vous renvoie pour cette question-là à ce que vous a dit Maître Duchâtelet, à savoir à la nécessité de bien estimer le marché au départ. Voilà, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, Ah, je ne les ai pas notamment. alors. Ah voilà, une question de Monsieur Creuson, mais ça j'y ai répondu, mais donc c'était prix anormal, pouvez-vous confirmer que le contrôle de prix anormal n'est obligatoire qu'en procédure ouverte, en procédure négociée, il y a lieu de prévoir dans les documents du marché? C'est exact, puisqu'effectivement le dernier paragraphe alinéa de l'article 36 prévoit qu'il n'est pas applicable, sauf inscription dans les documents du marché, aux procédures négociées, pour autant que on soit pour les marchés de fournitures et de services sous les seuils européens. Attention, pour les marchés de travaux, il y a un seuil particulier qui est de 500 000 euros, montant estimé 500 000 euros hors TVA. Si vous êtes dans un marché en procédure négociée, montant estimé 600 000 euros, on est dans les clous. L'article 36 va s'appliquer. Voilà. Je vois également une troisième question. Oui, Donc, peut-être vite embrayer, oui, je me permets de te couper, vite embrayer sur la question, une des questions de Monsieur Micco, de Madame Francesca Micco. Le pouvoir adjudicateur peut-il, dans le cadre d'une procédure ouverte, toujours renoncer à l'attribution parce que les offres reçues sont trop élevées? Ça, effectivement, c'est toujours une faculté et la loi le prévoit, c'est l'article 85 de la loi. Vous pouvez, dans le cadre d'une procédure ouverte, mais pas seulement, même dans le cadre d'une procédure négociée, vous pourriez tout simplement renoncer à attribuer le marché parce que le montant, effectivement, est trop élevé. Donc, ça, c'est toujours une possibilité, effectivement, de relancer en espérant obtenir de nouvelles offres meilleures et plus basses. C'est un des motifs qui est validé, en tout cas par la jurisprudence, pour renoncer à attribuer un marché et relancer celui-ci. Voilà, je te laisse la parole, Sana. je vais répondre à Madame Micot qui pose la question suivante. Donc, deux catégories peuvent-elles être demandées? Exemple, travaux de restauration D24 et artisanat D23. Comment définir la classe dans ce cas? Donc, comme nous avions expliqué, la classe se rapporte au montant de l'offre ou du marché, alors que la catégorie et la sous-catégorie correspond justement à la nature des travaux. Donc, la classe est définie en fonction de l'offre qui sera faite. Voilà. Et alors, il y a une autre question de Monsieur Jacques Main, qui est: bonjour, comment peut-on vérifier le montant total des travaux effectués simultanément par un entrepreneur? Ça, je vais peut-être laisser Sana ou Madio y répondre. Qu'entendez-vous par simultanément? On peut peut-être préciser. Vous faites référence à l'article 3 qui prévoit deux types de classes en cas de travaux à l'étranger, c'est ça? Si vous voulez, Peut-être ouvrir. Anis, peut-être tu pourrais ouvrir le micro. Le micro, C'est ouais. fait. Ah, voilà. C'est fait. Normalement, la personne peut activer son micro et prendre la parole. Il accès? Oui, bonjour. C'est par rapport aux classes. Donc, on a les montants maximum pour les 7 classes et la suite indique les montants des travaux maximum qui peuvent être effectués simultanément par le même entrepreneur. Ici, je repasse le slide utile et vous me confirmez, vous parlez bien de ceci? C'est toujours le même slide. Ah. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est ça, voilà. L'article, paragraphe 3. Donc, pour être exécuté simultanément en Belgique et à l'étranger.
C'est une excellente question. Je vous avoue que la question s'est rarement posée au stade de l'attribution. Mais effectivement, l'arrêté royal prévoit donc deux types de classes. L'un en cas de travaux pouvant être confiés aux entrepreneurs uniquement en Belgique et l'autre en cas de travaux simultanés. Maintenant, comment le pouvoir adjudicateur peut-il vérifier que l'entrepreneur effectue des travaux simultanément à l'étranger? Je présume En que ça doit fait, être... c'est pas le pouvoir adjudicateur qui vérifie ça, c'est la commission d'agréation. Donc, en fait, soit vous disposez de l'attestation avec la bonne classe d'agréation qui est déposée au dossier, ou avant l'exécution, elle vous est présentée en tant que vous, auteur de projet, au pouvoir adjudicateur, mais c'est pas à vous à faire ce travail. Donc ça, c'est la commission d'agréation qui réalise ce travail-là. Et je vous avoue que je sais pas exactement comment elle procède, mais ça, c'est pas votre job. Vous, c'est de pouvoir simplement en tant que pouvoir adjudicateur ou en tant qu'auteur de projet qui travaille pour le pouvoir adjudicateur, vérifier quelle est l'adéquation entre le projet, donc l'importance des travaux, son estimation et la nature évidemment des différents lots, et de voir quels sont pour ces différents lots, pour chacun de ceux-ci, quelle est la bonne classe d'agréation. Donc vous avez cette grille de référence et quelle est la bonne catégorie ou sous-catégorie qui est exigée pour la parfaite exécution. Donc ça, c'est le travail que vous devez faire et c'est au soumissionnaire, lui, à avoir cette attestation d'agréation, soit il rentre dans les clous, soit il rentre pas dans les clous, et il en a la preuve, ou il n'a pas la preuve. S'il n'a pas la preuve, ben, il doit au moins l'obtenir avant l'exécution des travaux. Voilà comment, en fait, concrètement, ça fonctionne. J'espère avoir répondu à votre question de cette manière-là. Oui, parfait, merci, c'est bien ça. Et alors, je vois que Madame Miko souhaitait également intervenir. Alice, tu sais. Votre micro est ouvert, madame. Ok, merci. C'est en fait par rapport à ma question concernant les deux catégories que je demande à mon entrepreneur. Je n'ai pas compris la réponse. Donc, ça veut dire que pour si j'ai un seul lot, je peux demander deux catégories différentes, mais alors à ce moment-là, je dois indiquer deux classes différentes. Parce que imaginons que pour des travaux avec une catégorie des 24, je demande pour la restauration des monuments en classe 4. Et si je veux que l'entrepreneur soit aussi doué dans l'artisanat, là, je ne peux pas demander la même classe parce que ce serait excessif. Je pense qu'il y a une confusion entre la classe et la catégorie. Comme je vous ai dit, la catégorie, c'est vraiment justement la spécialisation de l'entrepreneur. Donc, vraiment la nature de travaux qu'il va effectuer. Alors que la classe, c'est le montant. Donc, quand vous allez estimer votre marché, vous allez l'estimer dans sa globalité. Donc, en termes de travaux d'artisanat et de toutes les subtilités du marché. Donc, la classe, c'est vraiment le prix. Et la sous-catégorie, bien sûr, vous pouvez demander les catégories que vous voulez. Donc, la classe est unique, à moins qu'il y ait des marchés simultanés. Je ne sais pas si c'est clair. Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne sais pas si vous avez un cas concret, je pourrais peut-être vous Oui, aider un peu. c'est ça en fait. Imaginons que j'ai un montant des travaux estimé à 1 million d'euros. Oui. C'est un travail qui concerne la restauration des monuments. Mhm. Mais j'ai aussi des travaux de ferronnerie à faire et donc je voudrais que l'entrepreneur ait des références et des capacités. Donc il a une catégorie relative aux travaux d'artisanat. Vu que ma classe est estimée à 1 million d'euros, je pourrais demander d'avoir une classe des 4. Donc vous allez prendre donc la classe 4 et pour la 4. catégorie, vous allez demander les deux catégories dont vous avez besoin pour le marché. Donc une seule classe et plusieurs catégories. Ok. Mais donc ça veut dire que dans l'artisanat également, donc Oui. dans la catégorie des 23, il devrait avoir une capacité Oui, tout à fait. de Donc, vous 4 allez millions. d'un D'un million, million. pardon. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le Oui, montant mais global. Le montant global comprend toutes les catégories et sous-catégories. Donc, ça, c'est la capacité financière donc, pour pouvoir gérer tous ces travaux. Et on va dire que la catégorie et la sous-catégorie se rapportent à la capacité technique. Donc, voilà, vous allez demander une classe et toutes les catégories qui correspondent aux subtilités du marché.
Donc, vous allez demander ici classe 4 et pour la catégorie, vous allez demander D24 et D, je ne sais plus, D23. Oui, l'autre. Voilà. Mais c'est évident que dans la majorité des cas, il ne pourrait pas présenter des références. Il sera agréé en fait pour une classe. Pour les D24, c'est la restauration, mais pour Oui. l'artisanat, c'est difficile qu'il pourra arriver à démontrer l'autre catégorie. Ben, c'est possible, il peut demander l'agrégation pour ça, ou alors faire appel à la capacité d'un tiers, mais ça, je pense que ça a été développé par Ok. Mais mon donc, confrère. je pense que dans mon cas, c'est mieux de demander une seule catégorie alors. Ok, ça va. Merci. Sauf si les travaux de ferronnerie sont sous les seuils de 15%, alors seule la catégorie des 24 sera nécessaire dans votre cas, puisqu'elle emportera par principe l'agréation pour exécuter des travaux de moindre montant. Donc, si Ok. les travaux de ferronnerie sont inférieurs à 15%, c'est pas un chiffre absolu, mais si on est aux alentours de 15%, par exemple, l'entrepreneur qui a la catégorie des 24 sera présumé avoir la capacité pour réaliser les travaux en D23. C'était notamment dans le cas qui s'était présenté, que je vous ai présenté sur l'arrêt carreau-pose, c'était une sorte de catégorie, sous-catégorie D5, qui représentait 15% du montant du marché. Et l'entrepreneur qui avait une autre catégorie, je ne sais plus exactement laquelle, mais il avait une autre catégorie, il était présumé pouvoir exécuter les travaux en catégorie D5 car il représentait moins de 15% du montant du marché. Parfait, merci, c'est vrai. C'est clair. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions. Celle de Monsieur Lacombe notamment. Doit-on toujours réaliser la vérification des prix même s'il y a moins de 4 soumissionnaires? Oui, c'est la vérification des prix, sauf dans les exceptions où, comme on l'a mentionné, imaginons procédure négociée qui n'est pas soumise dans les seuils permettent de se passer de l'article 36, mais en tout cas de cause, la vérification des prix doit toujours être opérée même s'il y a moins de 4 soumissionnaires. Euh, donc voilà. Et je vois qu'il y a une dernière question de Madame Montelier en matière d'agréation. Je laisse Non, Madio c'était pas une question. Ah, C'était c'était une ok. réflexion par rapport à Réflexion, ok, à voilà. la précédente intervention sur la question de la définition de la catégorie, sous-catégorie. Je me permets d'intervenir sur ce point, c'est important pour le secteur de la construction, pour rappeler qu'effectivement, on ne peut pas demander plusieurs catégories ou sous-catégories. Il y a un choix à faire en fonction du pourcentage, comme l'a dit Maître Fatalini, en fonction du pourcentage des travaux. Il ne peut pas être question, dans un cahier des charges ou dans un avis de marché, de demander la catégorie D et D24 et quelque chose. Il y a un choix à faire. Ok. Tout à fait, il y a une présomption pour, comme l'a dit Maître Fatalini, pour l'exécution des sous-catégories. Merci. Voilà, mais si vous n'avez pas d'autres questions, pour rester dans le timing habituel de notre IR légal, nous allons clôturer celui-ci. On est évidemment toujours à votre disposition si vous voulez nous interroger hors de ce IR légal. Vous avez toutes nos coordonnées sur le site internet de Lexing. Où vous pourrez voir aussi tous nos articles et nos news sur la matière des marchés publics. Et je me permets également de vous annoncer notre prochain IR légal, dont j'assurerai d'ailleurs la présentation, et qui sera consacré à la matière des assurances, avec un focus sur la couverture de la responsabilité décennale des concepteurs ou constructeurs dans les différents produits d'assurance qu'on peut trouver sur le marché et qui couvrent le début de l'exécution jusqu'à la fin de la période de la décennale. Et donc, l'ensemble de ces questions sera examiné le 24 janvier prochain. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.